Très heureuse de vous informer ce soir, Madame, Messieurs, voici le sommaire de ce journal. À la une de ce journal, les mouvements citoyens et groupes de pression ont réussi à paralyser les activités socio-économiques dans la ville de Béni ce mardi 16 avril suite à leur mot d'ordre lancé à l'endroit de la population d'observer 2 journées de deuil pour dénoncer la montée des massacres des civils. Initialement prévue pour le 22 avril de cette année, l'élection des sénateurs et des gouverneurs est retardée d'1 semaine. Selon un communiqué de la Commission électorale nationale indépendante CENI, les gouverneurs, leurs vice-gouvernements et les sénateurs seront élus le même jour, soit le lundi 29 avril 2024. Les consultations se poursuivent en vue de la formation du gouvernement. Les différents partis politiques et regroupements sont de nouveau consultés par la Première ministre Judith Souminois. Après le travail mené par l'informateur, il leur est demandé d'apporter rapidement leurs propositions avant la mise en place du gouvernement. Vous faites bien de nous suivre sur Mondico Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. On ouvre ce journal en province. Tout a ressemblé à une journée ville morte ce mardi 16 avril dans la ville de Béni, au Nord Kivu. Les activités socio-économiques sont restées paralysées après 2 journées de deuil décrétées par les mouvements citoyens et groupes de pression pour dénoncer la montée des massacres des civils à répétition ces dernières semaines. Regardez. Les activités socio-économiques sont paralysées depuis le matin de ce mardi 16 avril dans la ville de Béni, dans la province du Nord Kivu, à la suite de l'appel des mouvements citoyens et groupes de pression qui ont demandé à la population d'observer 2 journées de deuil pour dénoncer la montée de massacres de civils. Des dizaines de civils ont été tués ces dernières semaines dans des attaques de ADF dans le quartier de Béni, ainsi que dans la commune de Mangina à 15 km de la ville. Ces mardis, des tas d'immondices ont été déversés et brûlés sur la chaussée pour manifester la colère. Les barricades ont été également visibles dans le point chaud de la ville, notamment dans une grande partie de la commune de Moulekera, où les tueries sont perpétrées à répétition. Les mécontentements des manifestants étaient vifs dès l'aube à travers la ville. La plupart des commerces n'ont pas ouvert leurs portes au centre commercial de Matongé et au marché central de Kilokwa. Les élèves ont été renvoyés à la maison, même des taxis-motos ne sont pas opérationnels. Ces mouvements de grève vont se poursuivre ce mercredi selon les organisateurs. Le gouvernement provincial de Kinshasa a remis un groupe de 350 Kuluna au service national pour leur transfert au centre de Kanyama-Kasese dès ce mardi. La cérémonie a eu lieu le lundi 15 avril en présence notamment du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, le général Kasongo Kabwik et le commissaire divisionnaire adjoint de la police, Blaise Kilimbalimba. Regardez. La province de Kinshasa a témoigné lundi un événement crucial dans la lutte contre la criminalité avec la remise d'un groupe de 350 Kuluna au service national en vue de leur transfert au centre de Kanyama-Kasese. Lors d'une cérémonie officielle empreinte des solennités, le gouverneur Jean-Tini Ngobila, accompagné du général Kasongo et du commissaire divisionnaire adjoint de la police, Blaise Kilimbalimba, a exprimé sa reconnaissance envers la police pour son dévouement et appelé la population quinoise à s'unir pour éradiquer définitivement le flot Kuluna. La police venait de mettre la main sur plus ou moins 2000 jeunes désœuvrés devenus Kuluna. C'est pour nous une grande reconnaissance que nous voulons dire au général de la police tous nos remerciements, notre gratitude, ainsi qu'au général Kasongo qui va amener ces jeunes donc à Kanyama-Kasese.
Kinshasa est en proie de Kuluna depuis un certain moment. Et la police, depuis notre arrivée à la tête de la ville, nous avons travaillé d'arrache-pied avec la police ainsi que la population, qui nous a permis d'arrêter à chaque fois de Kuluna, que nous avons confié au général Kassongo, à son tour, le service national les a envoyés, les a amenés donc à Kanyama-Kasese pour faire de l'agriculture et les autres travaux d'intérêt public. Dans cette démarche de réhabilitation et de réinsertion, le commandant du service national, le général Jean-Pierre Kassongo, a souligné l'importance de la discipline dans la transformation de ces jeunes délinquants. Là où s'arrête la liberté, commence la liberté des autres. Ce n'est qu'après ça qu'ils vont apprendre le métier. Qui ne pensent pas qu'ils arrivent là-bas directement et commencent à vivre. Il faudra d'abord un encadrement civique et patriotique. Qu'ils comprennent, qu'ils reconnaissent leurs méfaits, qu'ils comprennent, qu'ils soient transformés et après ils vont passer à la prochaine étape. C'est aussi ici le lieu pour moi de m'adresser à la jeunesse de la ville de Kinshasa. Le service national n'est pas une poubelle, pas un dépotoir où tous les Kuluna y seront déversés. Tantôt, dans le briefing de la police, on a parlé qu'il y avait un grand nombre qui est déféré devant la justice. Nous ne prendrons pas tout le monde. Et ce n'est pas tous les jours que nous reviendrons pour prendre le Kuluna. Parce que le service national n'étant pas une poubelle, il va arriver un moment où le service national va s'occuper des jeunes, si je peux dire, normaux pour la reconstruction et le développement de ce pays. Moi, je pourrais dire que lorsqu'il y a une bonne planification, le moyen, la question de moyens ne peut que suivre. C'est vrai, nous ne pouvons pas le faire sans moyens financiers. Mais le moyen, nous l'avons. Parce que nous avons des encadreurs. Nous avons plusieurs jeunes qui sont partis de Kinshasa et d'autres provinces, qui ont été formés au service national parmi eux des encadreurs. Nous avons ici, Kanyama-Kasese, c'est vaste. Nous avons la terre, nous avons pas mal de choses. C'est vrai, les moyens financiers ne sont qu'une partie de ce qui est nécessaire pour faire ce travail. Mais si chaque fois nous nous posons toujours la question, est-ce qu'on a les moyens ou est-ce qu'on a les moyens, nous arriverons à un moment donné, nous ne prendrons aucune initiative pour faire quoi que ce soit. Pour sa part, le commissaire provincial de Kinshasa a également exprimé sa satisfaction quant à l'accomplissement d'une partie de la mission qui lui a été confiée. Il a assuré que les opérations de traque de hors-la-loi se poursuivront sur l'ensemble de la capitale afin de garantir la sécurité et la quiétude des citoyens. Nous ont confié cette mission de traquer tous ces hors-la-loi. Et rassurez-vous que ce vide qu'ils viennent de laisser sera comblé par de bons citoyens désormais. Et lorsqu'ils vont aller là-bas, ils vont rentrer en bons citoyens. Nous remercions particulièrement aussi le commandant du service national qui nous aide dans la partie réinsertion des brigands. Parce que, comme on dit, la sécurité est une affaire de tous. Voilà qu'il ne suffisait pas de les arrêter. Encore qu'il fallait savoir, après leur arrestation, qu'est-ce qui va se passer par la suite. Et si on ne résolvait pas cette équation, les choses seraient toujours compliquées. Mais aujourd'hui, on peut être sûr qu'il y a une solution pour ce type de cas. Notons que le chef de la police a également indiqué que ces différentes opérations de traque de hors-la-loi vont se poursuivre sur toute l'étendue de la capitale. Il a fait savoir que plus de 2000 Kuluna sont en attente de jugement devant la cour militaire de justice et devant les différentes instances dans la prison de Makala. Et dans l'actualité également, les regroupements politiques consultés lundi par la Première ministre ont un cours de lait pour lui transmettre leurs propositions en vue de la constitution de la prochaine équipe gouvernementale. C'est ce que la chef du gouvernement a dit aux acteurs politiques qu'elle avait reçus à l'immeuble du gouvernement dans le cadre des consultations qu'elle a initiées. Viningali Junior. À en croire le coordonnateur de l'action des alliés tous pour le développement du Congo de ATDC, la chef du gouvernement veut aller vite. Elle attend dans un bref délai des propositions concrètes pour la formation de la prochaine équipe gouvernementale.
Il y a un chronogramme clair et nous a aussi fixé des délais précis que nous n'allons pas dépasser. On va devoir revenir avec notre cahier de charges pour que l'on puisse faciliter l'avancée des choses. Les choses ne vont pas traîner. Il faut comprendre aussi que nous avons une constitution et un régime politique qui est ce qu'il est. Aucun parti politique n'a gagné les élections. Il y a un programme de gouvernement à faire ensemble pour qu'il n'y ait pas de tiraillements le long du mandat. Nous devons trouver cette harmonie, c'est nécessaire. Ce n'est pas la volonté d'une personne que les choses traînent, c'est le système électoral. C'est bien évidemment parmi les réformes que nous avons pensé aborder avec son Excellence Madame la Première ministre. Il est temps de passer des discours aux actions. C'est en ces termes que le regroupement Bloc 50 AB/50 a compris le message de Judith Souminois qui a insisté sur la célérité dans la démarche. Nous avons été impressionnés par la maîtrise qu'elle a de la situation générale du pays pour avoir piloté le plan national stratégique de développement avec tous les indicateurs qu'elle connaît et pour lesquels elle voudrait bien avoir des acteurs qui ont une probité morale, qui ont une expertise, qui ont une compétence. Et c'est la raison pour laquelle elle a demandé à notre regroupement de devoir lui faire des propositions qui cadrent avec cette philosophie, celle d'avoir des hommes et des femmes capables de relever les défis aux côtés du président de la République, parce que depuis 64 ans, eh bien, la RDC traîne à relever les défis et avec elle, eh bien, elle voudrait avoir à ses côtés des hommes et des femmes qui ont des idées novatrices. Dernier sur la liste des invités de la Première ministre en cette deuxième journée des consultations, l'Alliance pour l'avènement du Congo prospère et grand s'est dite satisfaite de constater la volonté de la chef du gouvernement de constituer son équipe dans un délai raisonnable. Moi je pense que c'est le souci de tout le monde. C'est le souci de tout le monde. Elle est là depuis le matin. Elle vient de terminer avec nous. C'est parce qu'elle est déterminée à ce que nous et elle, nous arrivions à ce que ce gouvernement soit mis en place très rapidement. Et je suis vraiment optimiste. Je peux vous rassurer que très rapidement, ce gouvernement verra le jour. Judith Souminois va poursuivre ses consultations jusqu'au 19 avril avant de proposer au chef de l'État la liste de personnalités devant faire partie de son gouvernement. Les audiences pour examiner les erreurs matérielles concernant les résultats définitifs des élections législatives nationales du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo se tiennent depuis le lundi 15 avril à la Cour constitutionnelle. Au total, 134 requêtes ont été réceptionnées par le greffe de cette haute cour en contestation de ces résultats définitifs publiés il y a plus d'un mois, passés par cette même cour. Les requérants espèrent trouver gain de cause pour que cette cour corrige les erreurs matérielles commises lors de l'examen des contentieux électoraux des législatives nationales du 20 décembre dernier. Les audiences de correction des erreurs matérielles constatées dans les arrêts rendus sur les contentieux électoraux ont débuté à la Cour constitutionnelle de la RDC. C'est la salle des audiences de la Cour de cassation qui a accueilli du monde pour ces audiences. Dans l'avant-midi de ce lundi 15 avril, le parvis de la Cour de cassation était envahi par les partisans de partis et regroupements politiques ainsi que certains députés invalidés venus avec espoir de retrouver leur siège à l'Assemblée nationale. Une occasion pour les avocats de faire valoir les arguments devant le juge de la haute cour en faveur de leur client. Maître Vincent est venu plaider la cause de son client. Bien plaidant à ces audiences, il rappelle que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne peuvent pas faire l'objet d'un quelconque recours. Il reste serein quant au verdict de cette haute cour. Nous sommes en train de comparaître en tant qu'avocat à ces audiences en rectification des erreurs matérielles de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de rectification des erreurs matérielles de ces arrêts rendus dans le cadre des législatives nationales. Alors, il est de principe que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. L'article 168 de la Constitution, il y a aussi la loi électorale ainsi que la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui dispose de cette manière-là. Mais ici, il faut rappeler aussi que la loi électorale, version révisée de 2022, a précisé que l'erreur matérielle ne peut pas influer sur les dispositifs, sauf
faute, sauf anomalie, sauf inexactitude avérée dans les chiffres. L'erreur matérielle consiste dans ces contextes à ce que le juge oublie par inadvertance un chiffre ou le nombre de voix obtenues par un candidat. C'est en ce sens que les récurrents pourront trouver gain de cause. Nicolas Ouemankoi estime que beaucoup des récurrents ne trouveront pas gain de cause car leurs dossiers sont présentés comme de nouveaux recours en rapport avec les contentieux électoraux alors que la Cour constitutionnelle n'examine que les erreurs matérielles de ses propres arrêts rendus il y a plus d'un mois. Ma lecture par rapport à ce qui vient de se passer, il y a lieu de retenir que c'est difficile qu'une partie puisse obtenir gain de cause dans la mesure où la plupart des regroupements des partis politiques qui viennent de plaider leurs affaires n'arrivent pas à démontrer en quoi consisteraient ces erreurs. Mais ce qu'on a constaté est que les partis reviennent comme ici, ce sont de nouveaux recours et que la Cour devrait recommencer à zéro alors qu'il fallait tout simplement démontrer qu'à telle page, la Cour a commis une erreur. Au lieu de mettre Ngalamounoumé, on a mis Epenge. C'est difficile que les partis et les regroupements politiques obtiennent gain de cause parce qu'il ne s'agit pas en réalité d'une erreur matérielle, mais ce sont des recours qui recommencent. Pour sa part, Dieudonné Kamouleta, président de la Cour constitutionnelle, exhorte les avocats à fournir des preuves d'erreurs matérielles à travers leurs notes de plaidoirie dans un bref délai, plutôt que de présenter de longues dissertations. Vous venez en rectification d'erreurs matérielles, vous comprenez que ce n'est pas la dissertation qui fera en sorte que l'on voie l'erreur matérielle. Soyez assez concis et pour tous les plaideurs, au plus tard, demain avant midi, déposez vos notes de plaidoirie pour permettre à la Cour de délibérer. Les 134 récurrents dont les dossiers ont été réceptionnés au greffe de la Cour constitutionnelle. Les 134 récurrents dont les dossiers ont été réceptionnés au greffe de la Cour constitutionnelle espèrent trouver gain de cause grâce à la jurisprudence de 2018. À cette époque, Feu, le président de la Cour Benoît Luamba, avait institué une chambre spéciale pour statuer sur les erreurs matérielles. Cette chambre avait donné raison à certains élus qui avaient regagné leur siège à l'Assemblée nationale, alors qu'avant cette rectification, ils n'étaient pas proclamés gagnants des élections dans certaines circonscriptions électorales. Le verdict de la Cour sera attendu ce jeudi 18 avril 2024 si la Cour arrive réellement à déceler et corriger certaines erreurs matérielles. Des petits changements pourront encore intervenir chez les élus qui siègent actuellement à l'Assemblée nationale. Et poursuivons ce journal, mesdames et messieurs, dans un communiqué rendu public lundi, la Commission électorale nationale indépendante CENI annonce le report de l'élection des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs renvoyés au 29 avril. Ce énième report se justifie par des contraintes d'ordre financier. Rentabouillez là pour plus de détails. Processus électoral en République démocratique du Congo, contrairement au calendrier antérieur publié par la Commission électorale nationale indépendante, l'élection de gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs est renvoyée au 29 avril 2024. Ceci ressort d'un communiqué de presse rendu public depuis le lundi 15 avril par la CENI. À cet effet, la centrale électorale invite les députés provinciaux à prendre part active à ces votes qui sera organisé concomitamment. La Commission électorale nationale indépendante justifie ces énièmes reports par des contraintes liées aux moyens financiers qui devaient normalement permettre la prise en charge des opérations électorales conformément à son chronogramme. La CENI rappelle à l'opinion que les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces du Kwilu et Nord-Ubangi ne seront pas organisées. La CENI rappelle à l'opinion les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces du Kwilu et du Nord-Ubangi ne seront organisées qu'après la reprise des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Massimanimba et de Yakoma. Un calendrier relatif à ces scrutins sera rendu public ultérieurement.
On termine avec ce chapitre. Le parti politique Ensemble pour la République va bientôt se prononcer sur les noms des candidats à soutenir aux élections des gouverneurs, vice-gouverneurs, sénatoriales ainsi que les membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. C'est ce qui ressort de la réunion présidée par Moïse Katumbi et les cadres de ce parti le lundi 15 avril. Réunis autour de Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République, les députés provinciaux du Haut-Katanga de ces partis d'opposition ont été invités à attendre le mot d'ordre du parti. Il s'agit de dire non à la corruption des élus de ces partis lors des élections de gouverneurs, vice-gouverneurs, sénateurs ainsi que de membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. En attendant l'examen des noms des différents candidats à ces élections par leur président, les élus d'Ensemble pour la République ne peuvent pas prendre contact avec les différents candidats de manière individuelle ni aller au vote en ordre dispersé. Lutter contre la corruption. Aujourd'hui, c'est le mot d'ordre, c'est la discipline, l'ordre. On ne peut pas avoir des députés vendus chez nous. Il faut la discipline. On n'a pas de candidat gouverneur. Le mot d'ordre sera donné lorsque le président Moïse Katumbi aura fini d'examiner l'ensemble des candidatures pour la candidature que nous allons soutenir. La même chose au niveau du bureau. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de contact personnel que chaque député doit prendre. Aujourd'hui, il est question qu'on puisse agir comme un groupe dans l'intérêt du Haut-Katanga et pas que chacun se comporte de sa manière. Ensemble pour la République comme parti politique, bien qu'étant dans l'opposition, ambitionne d'occuper des postes au niveau du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Le jeu démocratique est en marche en République démocratique du Congo, quitte à chaque parti ou regroupement politique de participer pour l'avancement du pays. Plus question de papier et l'encre à la présidence de la République, place au numérique. La présidence de la République a annoncé un vaste programme de transformation digitale de l'ensemble de ses services, ce qui implique une dizaine d'applications développées sur mesure et de nouvelles procédures à matérialiser d'ici juin 2024. Les 3 premières solutions digitales viennent d'être lancées au Palais de la Nation. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a fait de la digitalisation de notre pays une priorité avec le plan national du numérique Horizon 2025 et sous l'impulsion du directeur de cabinet, Guilain Mbombuizia, la présidence a voulu se montrer exemplaire en lançant un vaste programme de numérisation de ses services qui va digitaliser toutes les procédures de travail avec un objectif en termes de zéro papier pour les traitements des dossiers. Il faut dire que ça part du choc, en tout cas que j'ai ressenti quand nous sommes arrivés ici en 2019. Rappelez-vous à l'investiture du président Félix-Antoine Tshisekedi. Donc nous nous sommes retrouvés ici parce que ça s'est passé sur la pelouse ici du Palais de la Nation. Et nous avions tout le long de la plage, donc du fleuve, des papiers partout. C'était très impressionnant et très choquant en même temps. Donc c'est parti de là. Le cœur du système d'information et du projet sera une solution intégrée de gestion électronique des documents, GED, développée sur mesure en interne par des jeunes informaticiens congolais encadrés par l'Agence pour le développement du numérique. Au total, ce ne sera pas moins de 9 applications spécifiques qui seront lancées progressivement d'ici la fin du mois de juin 2024, après un cycle de formation continue qui vient de commencer pour assurer la conduite du changement. Dès aujourd'hui, les 3 premières applications sont lancées pour les visites avec débat et l'organisation complète des réunions qui seront désormais gérées digitalement avec comme particularité la signature électronique sur les feuilles de présence virtuelle, ce qui est une innovation congolaise, le tout complété par une base de données dynamique du personnel. Aujourd'hui, on ne viendra plus à la présidence avec son nom inscrit sur une liste en papier, comme c'était le cas jusque maintenant. Donc vous aurez un SMS avec un numéro de visiteur si vous êtes attendu à la présidence et vous recevrez un badge avec un QR code qui vous permettra d'être identifié durant tout votre parcours au sein de la présidence. Pour les réunions, eh bien, il en va de même. Lorsque vous êtes invité pour une réunion à la présidence, vous recevez une invitation par
SMS et par email. Et lorsque vous venez, vous êtes attendu pour participer à la réunion. Les feuilles de présence vont disparaître. L'objectif principal de ce projet d'envergure est d'aligner la gestion administrative de la présidence de la République dans les standards de la modernité et de sécurité adoptés par les pays les plus développés, notamment en améliorant ses interactions avec la population, et ce, dans une logique de redevabilité, tout en optimisant les performances des agents dans la perspective d'une meilleure efficacité dans l'exercice de leur mission au quotidien. Et pour terminer, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, a dans un communiqué datant du 15 avril annoncé l'exclusion temporaire de 3 mois pour Moussa Mondo, cadre de ce parti et ancien vice-ministre, voulais-je dire, des hydrocarbures en République démocratique du Congo, en attendant l'aboutissement des enquêtes judiciaires concernant la mort de son épouse Alissa Kadija. Un commentaire. Dans son communiqué de presse publié le lundi 15 avril, le PPRD présente d'abord ses condoléances attristées à la famille de la défunte. Il indique ensuite avoir appris avec consternation les décès de Madame Alissa Kadija et précise que l'ouverture d'une enquête judiciaire a été lancée par l'arrestation de Moussa Mondo par la police nationale congolaise. Consterné par cet événement tragique, le PPRD a pris cette décision conformément au statuts et règlements intérieurs du parti qui prône les valeurs républicaines et démocratiques, le respect des droits de l'homme et de la femme, ainsi que l'honorabilité et la dignité humaine en tenant compte de la gravité des substitutions qui pèsent sur Moussa Mondo. La victime, Kadija Alissa, une femme musulmane de nationalité malgache âgée de 27 ans et mère d'un enfant, avait rencontré l'ancien vice-ministre des hydrocarbures lors de son séjour en Iran entre 2019 et 2020. Partageant la même religion, leur relation s'était renforcée et ils s'étaient finalement mariés en 2021 à Kinshasa en présence des autorités congolaises et malgaches. Malheureusement, la nuit du 13 au 14 avril 2024, Madame Alissa Kadija aurait été violemment agressée par son mari. Les coups violents qu'elle aurait subis ont finalement entraîné sa mort quelques heures après son admission dans une institution sanitaire de la place. Les autorités s'emploient à réunir toutes les preuves nécessaires pour établir les circonstances exactes de la mort de Kadija Alissa pour que justice soit rendue. Cette enquête vise à déterminer si l'ancien vice-ministre des hydrocarbures est responsable de cet acte tragique. Pour rappel, Moussa Mondo a été arrêté à Kinshasa la nuit du 14 avril après avoir accompagné sa conjointe dans un hôpital pour coups et blessures qu'il lui aurait administré. Le présumé est jusqu'à présent placé en garde à vue en attendant d'être déféré devant son juge naturel pour un procès en flagrance. Même verbalement, tu conseilles le corps. Même verbalement, tu leur dis que le corps est considéré verbalement. Prenons le rappel des titres si vous nous avez trouvés en cours de diffusion. Les mouvements citoyens et groupes de pression ont réussi à paralyser les activités socio-économiques dans la ville de Béni ce mardi 16 avril suite à leur mot d'ordre lancé à l'endroit de la population d'observer 2 journées de deuil pour dénoncer la montée des massacres des civils. Initialement prévue pour le 22 avril de cette année, l'élection des sénateurs et des gouverneurs est retardée d'1 semaine. Selon un communiqué de la Commission électorale nationale indépendante CENI, les gouverneurs, leurs vice-gouvernements et les sénateurs seront élus le même jour, soit le lundi 29 avril 2024. Les consultations se poursuivent en vue de la formation du gouvernement. Les différents partis politiques et regroupements sont de nouveau consultés par la première ministre Judith Souminois. Après le travail mené par l'informateur, il leur est demandé d'apporter rapidement leurs propositions avant la mise en place du gouvernement.
Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Mondico Télévision.